Du coup, bonjour, je suis Pauline Châtelain, je suis chargée de mission revitalisation à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue dans ce 15e webinaire sur le sujet de la revitalisation. Aujourd'hui, on va parler des questions de stratégie foncière et des raisons pour lesquelles elles peuvent être un outil puissant pour revitaliser son centre-bourg. Quelques précisions d'ordre technique pour que tout se passe au mieux pour nos échanges d'aujourd'hui. Vos micros et vos caméras sont coupés pour que pendant la majorité du temps, on puisse faire le focus sur les interventions de nos participants. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer à ce webinaire avec nous. En effet, vous pouvez partager dans le chat des informations, des documents qui vous semblent intéressants à partager avec les autres participants du webinaire. Et puis, dans la catégorie questions et réponses, vous pouvez poser vos questions pour que je les rediffuse aux intervenants du webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être la première fois que vous participez à un événement de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Donc, de notre côté, on est le centre de ressources du développement territorial porté par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'État. On travaille à animer les réseaux des techniciens et des élus de Nouvelle-Aquitaine, moi particulièrement sur la revitalisation, mais vous trouverez d'autres ressources sur notre site internet sur les questions notamment d'agriculture, de politique de la ville ou encore de transition. Aujourd'hui, on parle des questions de stratégie foncière et on va d'abord se demander ce qu'on entend par là. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie foncière? Et puis, on va s'interroger sur les raisons pour lesquelles le foncier, les stratégies foncières et la sobriété foncière sont des outils puissants pour revitaliser son centre-bourg. On va se questionner sur comment faire quand on est une petite commune, une communauté de communes, pour porter une stratégie foncière et les mécanismes opérationnels qu'on peut utiliser pour revitaliser son centre-bourg en ce sens. Pour faire cela, je vous propose le programme suivant. On va d'abord accueillir Sylvain Brier, directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, pour une introduction sur les sujets et poser les enjeux. Et ensuite, on va accueillir Michel François et Françoise Douce, deux élus de Nouvelle-Aquitaine. Michel François est notamment vice-président du SMAPS Scott du Seuil du Poitou et Françoise Douce, présidente de la communauté de communes des Grands Lacs. Et chacun vont nous parler des questions de foncier sur leur territoire et de la manière dont ils ont instauré des stratégies foncières. Enfin, on va finir ce temps par un temps de questions-réponses avec vous, où vous pourrez leur poser directement vos questions via l'onglet questions-réponses. Donc, je vous propose qu'on commence sans plus tarder, et donc je vais appeler Monsieur Sylvain Brier à venir sur le plateau pour introduire le webinaire. Donc, Monsieur Sylvain Brier, vous êtes directeur de l'EPFNA, donc vous pratiquez ces questions foncières au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide rappel? Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie foncière pour qu'on parte tous et toutes des mêmes bases? Oui, donc voilà, moi j'avais envie de faire part un peu de mon expérience et de quelques convictions sur le sujet de l'élaboration des stratégies foncières, avec, disons, trois messages. Le premier, c'est déjà de parler de quoi on parle, hein, quand on parle de foncier. Je pense que ça, c'est important. Le deuxième, c'est d'insister sur le fait que une stratégie foncière, c'est au service d'un projet de territoire. Et puis finir par présenter ce qu'est pour moi, ce que sont pour moi les 4 piliers en fait indissociables pour mettre en place une stratégie foncière. Alors, sur le premier point de quand on parle de foncier, de quoi parle-t-on? Donc, je voulais commencer par une citation d'un ancien ministre de l'Agriculture qui s'appelle Edgar Pisani, qui a écrit: «J'ai longtemps découvert que la question foncière était le problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir et façonnent nos comportements.» Alors pourquoi? D'abord, le foncier, c'est un objet. C'est un objet,
la matière première de tous les projets qui soient portés pour de l'habitat, de l'économie, des mobilités, les équipements publics, l'agriculture, l'environnement. C'est un objet assez transversal qui porte tout ça. Et quand on parle de foncier, de cet objet, on parle essentiellement de biens construits ou non bâtis, mais qui sont dimensionnés au travers du cadastre. Hein. Moi, je considère que le foncier, c'est tout ce qui est cadastré. Euh, donc, par exemple, les espaces publics non cadastrés ne font pas l'objet d'une stratégie foncière parce qu'ils sont déjà à tout le monde. Voilà. Et l'autre dimension, c'est qu'il s'agit d'une ressource limitée. Mais au-dessus de cette dimension physique, objet, il y a une autre dimension qui est le côté immatériel. Le côté immatériel, c'est le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est important de le rappeler, c'est quelque chose qui a été construit par l'homme. C'est une construction intellectuelle qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a un droit de propriété qui est robuste et protégé. Le droit de propriété, il a trois dimensions qui sont associées à ce foncier. C'est le droit d'utiliser le bien, c'est le droit d'en percevoir les fruits, hein, donc c'est les loyers ou les fruits au sens propre du terme, et c'est le droit de ce qu'on appelle de disposer du bien, c'est-à-dire le droit de le vendre, de l'acheter, de le démolir, de le détruire si on veut. C'est associé vraiment au droit de propriété. Et en fait, quand on parle de droit de propriété, on est sur quelque chose qui est un droit de l'homme quasiment, c'est d'être propriétaire. Donc c'est pour ça que derrière, c'est des hommes, c'est des propriétaires, c'est des libertés fondamentales. Donc on rentre dans le sujet politique de je suis chez moi, je fais ce que je veux, quelles sont les limites de ce que je fais. Et donc on voit bien que la puissance publique, elle peut imposer des règles, c'est comment on les applique sur les propriétés privées. Donc c'est pour ça que la maîtrise foncière n'est pas forcément un but en soi. Je prends comme exemple les polices de l'insalubrité, qui ne sont pas une maîtrise publique, mais c'est une intrusion dans le droit de propriété. Donc ça, c'est vraiment important de montrer le côté multidimensionnel du sujet foncier pour mieux comprendre que le côté stratégique. Le deuxième point, c'est la stratégie foncière portée par une collectivité est nécessaire au service et nécessairement au service d'un projet de territoire. Les deux sont liés. Alors, quand je parle de projet de territoire, disons que c'est plus large que les sujets seuls de planification. Hein. C'est pas le PLU, le SCOT, ça va plus loin que ça. C'est un vrai projet politique porté par le territoire et ses acteurs et qui traite notamment des politiques thématiques de développement, le logement, l'économie, l'environnement, mais qui traite aussi de la priorisation, de la question de la concurrence des usages sur cette ressource limitée. Parce que ça, c'est important. Il y a beaucoup de frictions, beaucoup de... Il n'y a pas de jugement de ma part, mais il y a pas, tout peut se justifier et c'est vraiment compliqué. Et donc, c'est dans ce projet de territoire notamment qu'on retrouve les objectifs de sobriété foncière qui nous animent aujourd'hui, actuellement. Je pense que on parle du ZAN, mais voilà, je préfère qu'on parle de sobriété foncière. Et donc, ça peut être multifacette d'ailleurs, ces sujets de sobriété foncière. C'est comment on mobilise ce qui existe, comment on utilise ce qui est sous-utilisé, comment on densifie là où c'est peu dense, comment on mobilise tout ce qui est à l'abandon. Donc il y a plein de facettes. C'est pour ça qu'à chaque situation, il n'y a pas une stratégie foncière unique. On ne cherche pas toujours la même chose. Donc c'est pour ça que une politique de maîtrise publique du foncier par la collectivité ou les établissements publics fonciers, par exemple, n'est pas un objectif en soi. C'est au service de quoi on agit. Voilà. Et agir des fois sans stratégie, uniquement sur opportunité, en fait, c'est prendre beaucoup de risques, des fois pour peu de résultats. Je parle notamment en matière financière, hein, parce que la ressource financière est limitée.
Donc cette stratégie et au projet de territoire, il y a une dimension un peu supérieure qui va au-delà du projet de territoire, c'est que ça doit allier le court terme et le long terme. Et l'anticipation et le fait de saisir les opportunités qui se présentent. Donc il faut réussir à jongler entre tout ça et qu'il y ait énormément de cohérence. Donc voilà, ça mobilise aussi des outils qui ne sont pas forcément de la maîtrise publique du foncier. Je citais tout à l'heure les pouvoirs de police du maire en matière d'insalubrité, de gestion de déchets, parce que souvent on se dit il y a un terrain qui est à l'abandon, qui est rempli de déchets. La maîtrise publique n'est pas forcément la solution. Ça peut être d'exercer les pouvoirs de police qui existent pour les déchets, par exemple. Et le dernier point que je souhaitais aborder, c'est présenter les 4 piliers indissociables d'une stratégie foncière qui me paraissent importants. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle les outils un peu d'observation. C'est savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est donc alors je ne parle pas d'observatoire, mais c'est avoir la connaissance objective des dynamiques à l'œuvre sur les transactions immobilières, sur les marchés, sur la façon dont les choses bougent. C'est vraiment la base. Maintenant, on a la chance d'avoir à disposition une multiplicité de données publiques, dont les données DVF, qui sont toutes les transactions enregistrées aux hypothèques, qui sont publiques, toutes les données d'urbanisme, le géoportail de l'urbanisme, les données sur les risques. Voilà. En plus, les collectivités, elles ont accès à des données qui leur sont spécifiques, qui sont faites par les services des impôts. C'est notamment la base de données des propriétaires qui sert à l'imposition aux taxes foncières. C'est les logements vacants, les locaux commerciaux vacants. Il y a plein de bases de données qui sont développées. Tout ça, ça ne nécessite pas une architecture très compliquée, parce qu'il y a des offres de services, que ce soit le CEREMA au travers d'Urban Simul ou même la SAFER pour les territoires plus ruraux à travers l'outil Vigifoncier, qui sont des outils qui fonctionnent très bien et qui sont à disposition des collectivités pour avoir la connaissance de ce qui se passe. Le deuxième point, c'est la mobilisation de tous les outils réglementaires à la disposition de l'élu. Donc les outils type EPF, les aides qui peuvent exister, les pouvoirs de police, j'ai déjà évoqué, les outils de droit de préemption, de mise en place de mesures conservatoires quand il y a des zones où il y a de la spéculation, je pense aux zones d'aménagement différées qui instaurent un droit de préemption spécifique. Il y a plein d'outils et on peut aller jusqu'à l'expropriation pour mener une politique foncière. Donc il faut avoir conscience de toute la palette des outils et les activer en cohérence, etc. Le troisième point, c'est faire travailler ensemble les partenaires. Là, l'élu a toute sa place, parce qu'on parlait tout à l'heure de concurrence des usages, et on est vraiment en plein dedans. Et donc, je pense que c'est important de savoir communiquer sur cette stratégie foncière. Il ne faut pas se la garder, c'est la partager, être transparent, faire beaucoup de pédagogie, donner beaucoup de visibilité à ce qu'on souhaite faire, et convaincre tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, de s'intégrer dans cette démarche. Et donc, ça nécessite beaucoup d'animation et parfois, et aussi des capacités à recadrer, voire réduire les frictions, arbitrer. Ça, c'est important de travailler avec tous les acteurs. Et parce que moi, c'est ma conviction, c'est que quand les acteurs travaillent ensemble plutôt qu'en concurrence, on est beaucoup plus efficace. Et le quatrième point, alors qui est peut-être plus une opportunité à la veille des élections municipales qui auront lieu dans un an, c'est le sujet de la gouvernance interne à la collectivité. Je pense que sur ce sujet, il faut absolument que les collectivités se dotent d'une gouvernance dédiée à la stratégie foncière, vu cette transversalité. Et ça peut être un vice-président dédié à cette politique qui a ça et à sa mise en œuvre. Avec une forme de comitologie ou de commission pour les prises de décision qui abordent en même temps les sujets stratégiques et en même temps les sujets opérationnels, que ce soit les mêmes interlocuteurs entre les deux, et aussi, pour plus d'agilité, un système de délégation entre le conseil qui décide, délégation au président ou au maire, pour pouvoir activer tous les leviers réglementaires de manière efficace
tout ça en transparence, rendu compte, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir vraiment cette notion de sortir de la sectorisation qui existe en matière de politique publique. Voilà, donc c'était un peu ma conclusion. Il faut réfléchir au moment même de l'installation des futurs exécutifs, comment ça s'organise. Voilà. Et ça, c'est vraiment le quatrième pilier qui est important. Et avec les élections de 2026, c'est un sujet vraiment à se poser. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Brier. Vous nous avez parlé à la fois de stratégie territoriale, de diagnostic, de connaître ces outils opérationnels pour ensuite aller travailler sur le foncier, et puis de comment est-ce que on anime tout ça et du fait que les communes, les élus ne sont pas seuls dans ce processus et qu'il y a un fort intérêt à aller chercher de nombreux partenaires à mettre autour de la table pour travailler ces sujets fonciers. Et pour témoigner de ce type de processus qui rassemble, je vais inviter nos témoignants élus à nous rejoindre autour de la table. Donc, Françoise Doust, qui est maire de Gast et présidente de la communauté de communes des Grands Lacs, et Michel François, maire de Dissé et également vice-président aux sobriétés foncières des activités du SMASP Scott du Seuil du Poitou. Ils nous rejoignent sur le plateau. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'on va commencer par vous, Madame Doust. Est-ce que vous pouvez, pour nos participants, nous planter le décor encore une fois sur la commune de Gast et la communauté de communes des Grands Lacs? Tout à fait. Donc, avant tout, je suis maire de Gast, parce que pour être président de la communauté de communes, il fallait passer par cette étape communale. Donc, maire de Gast, qui est un petit village touristique, lacustre, au bord du grand lac de Parentis-Biscarrosse, membre de cette Gast, 800 habitants en hiver, 4000 en été. C'est pour situer un petit peu. Donc, commune touristique, nous avons 3 gros campings, 3 ports avec 400 places, donc une activité complètement différente entre l'été et l'hiver. Et nous faisons donc partie de cette communauté de communes des Grands Lacs, comme son nom l'indique, est au bord de ces 2 grands lacs, lac de Biscarrosse et lac de Parentis, avec 3 villes phares, Biscarrosse, Parentis et Sanguinet. 3 villes, on peut nommer, et 4 villages, Ichoux, Gast, Lus et Sainte-Eulalie. Donc, quand même, j'ai la chance d'être présidente d'une petite collectivité, parce que quand on voit les discussions qu'on a eues avec mes collègues, quand ils se retrouvent membres d'une collectivité qui représente 40, 50 communes, et des grandes, des petites, même s'il y a une disparité entre nos communes, on arrive quand même petit à petit à gagner et avoir un esprit communautaire. À 7, c'est peut-être plus facile qu'à 40, n'est-ce pas? Je m'adresse à mon collègue de gauche, c'est quand même plus facile. Donc, nous sommes situés, la communauté de communes, c'est 30 000 habitants. Situé pour que tout le monde se situe bien, donc dans les Landes, bien évidemment, nord-ouest des Landes, au sud du bassin d'Arcachon, avec tous ces... l'attractivité que peut avoir ce bassin pour bien nous situer. La dune du Pilat n'est pas dans les Landes, mais est en Gironde, quoique souvent on nous dit que la dune est landaise, mais pourquoi pas, mais c'est pour situer un petit peu notre région. Et l'attractivité, voilà, donc le bassin d'Arcachon avec toutes ses contraintes, ses inconvénients et ses atouts. Parce que des fois, on voit bien que ce soit au niveau surtout habitat. L'habitat est devenu tellement inabordable sur le bassin d'Arcachon qu'il y a un déplacement naturel vers notre territoire. D'abord, ça a été sur les grandes communes, Biscarrosse, Parentis, et on voit bien que ce phénomène arrive sur nos villages. D'où nous devons, nous, être maires des petites communes, être prêts à accueillir des fois, débordements. Donc, il ne faut pas se laisser déborder, comme le disait notre collègue. On a des outils, on a des stratégies, même petites communes qu'on pourrait mettre en place, on se doit de les mettre en place et de les utiliser. Comme vous le disiez également, nous ne sommes pas seuls. Ça, je pense qu'on va l'aborder, le détailler un peu plus. Nous ne sommes pas seuls, même si on est un petit village de 800 habitants avec 15 élus, 2 secrétaires à la mairie, on arrive à pouvoir jouer dans la cour des grands, mais pas seul, en se faisant aider notamment de notre PCI, qui est la communauté de communes des Grands Lacs. Vous parliez un peu d'avoir une vision prospective, de préparer l'avenir du territoire, de vraiment avoir une stratégie. Et pour vous, c'est aussi passé par une stratégie foncière. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères sur la genèse de cette stratégie? Comment est-ce que ça s'est construit? Donc, je peux vous en parler au niveau de
des deux collectivités. Donc déjà au niveau de la commune de Gast, nous avions, en 2014, nous avions un ancien poste, donc permittif, on pouvait tout faire, laxiste, on pouvait tout faire. Donc il a fallu élaborer un PLU. Mais avant de lancer un PLU, nous avons voulu élaborer un plan de référence qui était beaucoup plus un outil stratégique et de vision sur ce qu'on voulait que notre village devienne. On ne s'est pas prolongé. À 50 ans, on est resté sur les 10, quelque chose de réalisable. Sur les 10 années à venir, qu'est-ce qu'on voulait que notre village devienne? Et bien évidemment, un bureau d'études, des fois, nous lance dans une 50aine de fiches actions. Je pense qu'il faut rester raisonnable. On a voulu se concentrer sur le centre-bourg, recréer un centre-bourg. Donc, avec cet outil qui était le plan de référence, nous avons pu élaborer un PLU qui a été élaboré en 2018 et qui a été modifié déjà parce qu'on s'est rendu compte que nous avions des outils, on s'est rendu compte que l'urbanisme avait changé justement avec cette descente notamment des promoteurs qui avaient quitté le bassin d'Arcachon, qui avaient quitté Arcachon pour venir dans nos villages, quelque chose qu'on ne s'imaginait pas en 2016 qu'un promoteur aurait pu nous élaborer un projet immobilier en R+2 sur un village de Gast. Et quand on s'est rendu compte de je peux dire ça, un danger, parce que nous n'étions plus maîtres de notre village, nous n'étions plus maîtres de notre foncier. Donc on s'est dit, là, il faut également modifier notre PLU avec des outils, comme vous disiez. Nous avons des OAP, même si on n'est pas maître du foncier, parce que malheureusement, la commune de Gast, comme je vous l'expliquerai plus tard, n'est pas très riche. Nous avons très peu de fonciers, beaucoup de fonciers privés, mais sur lesquels on peut quand même agir, en mettant ces orientations d'aménagement qui contraint le propriétaire à suivre l'aménagement qu'on souhaite pour notre village. Donc, c'est ce que nous avons mis en place sur le village. Et ensuite, au niveau de la communauté de communes, nous avons lancé notre PLH, le programme local de l'habitat, en parallèle, un plan d'action foncière. Et je pense que ce plan d'action foncière, fait au niveau de la communauté de communes, avec tout l'ingénierie que ça engendre et le bureau qui nous accompagnait, est redescendu dans tous les villages pour le présenter. Et justement, avec le cadastre, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait des unités foncières relativement importantes, 2-3 000 m², où effectivement, on pouvait avoir des projets qui ne correspondaient pas à notre vision. Donc ce plan d'action foncière, moi je vous parle pour mon village, peut-être que pour les plus grandes communes, ils y avaient déjà réfléchi, nous a fait toucher du doigt l'importance d'avoir une stratégie foncière, même pour un village, même si on n'est pas propriétaire du foncier. Avec X outils, moi je vous parle des OAP, c'est l'outil que je maîtrise le mieux, mais il y a d'autres outils où on peut intervenir sur du foncier dont on n'a pas la maîtrise. Et pour avoir une sorte de vision prospective au niveau communauté de communes, vous avez fait appel à des intervenants extérieurs. Il y a eu un groupe d'étudiants qui est venu sur la communauté de communes pendant 1 an. Il y a eu aussi un cabinet de conseil. Comment est-ce que ces expériences, elles ont nourri la réflexion des élus sur la stratégie foncière ? Voilà, je pense que cet exercice avec ces jeunes étudiants nous ont donné quelques électrochocs. On a commencé à travailler justement avec, au lieu de travailler sur les 7 communes, on a commencé à travailler avec les 4 plus petites communes qui n'ont pas d'ingénierie. Donc ces étudiants se sont penchés sur les aménagements, les rénovations de nos centres-bourgs notamment, et sur un plan de référence pour la commune d'Ichoux. Et c'est vrai que ça, pour moi, maire de Gast, a conforté mon choix. Même, ils sont allés beaucoup plus loin. Ce petit grain de folie que nous avions à Gast, je pense qu'ils l'ont validé et même ils sont allés beaucoup plus loin. Donc là, je pense qu'il faudra quand même quelques années pour arriver à leur projet, mais dont je rêve. Mais je pense qu'il va falloir d'abord sensibiliser les élus, les administrés, parce que chaque fois que tout changement, quand même, surtout sur une place de village, sur un fonctionnement d'un village, engendre quand même beaucoup de perturbations. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour l'expliquer. Et ce groupe d'étudiants, bien évidemment, avec le pôle développement économique de la communauté de communes, puisque c'est un pôle qui a été développé énormément depuis ce mandat, avec, bien évidemment, c'est bien beau d'avoir un pôle, mais encore faut-il y avoir de l'humain derrière, donc avec toute une structuration, avec un directeur, des chargés de mission qui nous ont accompagnés et qui accompagnent bien évidemment les petites communes. Et communauté de communes, nous avons, comme toutes les EPCI, plusieurs pôles, mais une grande transversalité entre les services. Donc le pôle économique travaille énormément avec le pôle urbanisme habitat, parce que quand on parle du développement économique, il faut également tenir compte du foncier qui sera dédié soit à l'habitat, soit au développement économique. Il faut trouver un juste milieu. Voilà comment,
pour dire que nous ne sommes pas seuls, même dans un petit village, quand on a un EPCI qui est actif, dynamique. Et cette chance, je pense, c'est que également nous n'avons très peu de communes. Nous n'avons que 7 communes, ce qui est fait même s'il y a des tout petits villages, parce que le village de Lu a que 500 habitants. Vous voyez, on a quand même 3 communes en dessous du seuil de 1000 habitants. Nous arrivons à travailler. L'esprit communautaire est un esprit qui se travaille, qui, je pense que c'est pas propre à notre communauté de communes. Je pense que c'est propre à toute. C'est une structure qui a été un petit peu imposée. Il faut perdre cet esprit clocher et se dire que finalement, à plusieurs, on sera beaucoup plus fort. Mutualiser nos efforts, qu'ils soient humains, qu'ils soient financiers, même humains. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec les autres communes parce que je n'ai pas tous les services dans ma commune. Et si on veut que, quand on habite sur un territoire, où que soit l'endroit où on habite, on ait le même service, il faut bien évidemment apprendre à mutualiser, travailler ensemble. Et c'est sur ce que doit aboutir une communauté de communes. Mais ça se travaille beaucoup, ce n'est pas naturel, je pense. Je pense que, vous allez en parler également, en tant qu'élu, on a quand même avant tout un esprit de clocher, d'où les futures élections. Beaucoup de sensibilisation des futurs élus. Ils sont élus communaux, mais avant tout, ils sont élus d'un territoire. Et ça, c'est une notion qu'il va falloir énormément travailler, faire comprendre, et qui ne pourra donner que d'excellents résultats, parce qu'un territoire, quand même, une communauté de communes, c'est une échelle relativement raisonnable. On ne parle pas de... Voilà, on ne parle pas... Votre réponse, cette idée du territoire et du projet de territoire, et que une commune s'ancre dans un bassin de vie plus large, et qu'elle a nécessairement besoin, notamment du fait de ces moyens humains qui peuvent être restreints, de s'appuyer sur ces structures plus larges. Alors ça peut être une communauté de communes, mais si on va encore plus loin, ça peut être un SCOT qui donne la ligne du projet de territoire. Donc dans ce sens-là, je vais me tourner vers vous, Michel François. Vous êtes maire de Dissé, vous êtes vice-président de la communauté de communes du Grand Poitiers, mais vous êtes principalement, pour aujourd'hui, parmi toutes vos casquettes, vice-président du SMASM Scott du Seuil du Poitou. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu à quoi ressemble ce territoire que couvre le Scott, et pourquoi cette structure, cette échelle se penche sur la question du foncier et de la sobriété foncière? Bonjour à toutes et à tous. Alors, plusieurs questions. Donc, le territoire, la structure. Alors, effectivement, vous l'avez dit, là, on est sur une échelle un petit peu plus grande, puisqu'on raisonne à l'échelle d'un syndicat mixte. Donc, je vous emmène un petit peu plus loin que le littoral, puisque nous, notre territoire se situe finalement à l'entrée nord de la Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne. Et pour situer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, le SCOT, qui s'appelle le Seuil du Poitou, donc regroupe 4 PCI qui constituent à peu près la moitié du département de la Vienne, la moitié nord. Donc si je cite leur nom, ça sera peut-être un petit peu plus parlant, puisque nous avons donc la communauté de communes du Haut-Poitou, celle des Vallées du Clin, mais aussi Grand Châtellerault et Grand Poitiers. Voilà, donc effectivement, moi je suis maire d'une commune de 3000 habitants qui fait partie, d'un peu plus de 3000 habitants qui fait partie de Grand Poitiers. Et effectivement, au moment de la loi NOTRe en 2017, donc de la recomposition de nos territoires, de nos EPCI, nous avons donc fusionné des EPCI au niveau de Grand Poitiers, et nous avons une communauté urbaine maintenant de 40 communes. Voilà, donc avec un périmètre assez large, puisque entre la première et la dernière, 60 km les séparent. Donc vous voyez que c'est une échelle là beaucoup plus importante effectivement que la vôtre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses, et qu'effectivement, alors juste pour compléter un petit peu le portrait du territoire, c'est un territoire avec des contrastes socio-démographiques. On a effectivement sur ce territoire, alors là je reparle du territoire du Scott dans son ensemble, donc 350 000 habitants là à peu près. Et puis une superficie de 3300 km², avec des économies et des secteurs qui sont à la fois ruraux,
très ruraux, d'autres qui sont donc avec une économie agricole, on va dire, d'autres qui sont des secteurs qui sont un petit peu plus périurbains et d'autres très urbains, donc avec vraiment multifacette, une économie productive, une économie présentielle. Donc on a en fait toute la palette sur ce territoire. Et puis également un territoire qui a longtemps bénéficié justement d'une certaine abondance foncière. Donc il y a eu de l'étalement urbain, mais ça on n'est pas les seuls non plus, mais il y en a eu quand même pas mal sur notre territoire, avec quelquefois des densités faibles. Et mais aussi avec un ralentissement depuis quelques années. Donc c'est la raison pour laquelle justement la structure porteuse qui est celle du SMASP, alors c'est un vilain mot, mais ça veut dire syndicat mixte d'aménagement du Seuil du Poitou, voilà, je l'ai dit sans me tromper, le SMASP donc est la structure porteuse qui a travaillé sur le SCOT. Voilà. Donc ce SCOT en fait il a été élaboré entre 2017 et 2019 et donc validé en 2020, c'est-à-dire au début précisément de ce mandat. Donc ce syndicat mixte, il regroupe, comme je l'ai dit, les 4 PCI et il a travaillé, puisque c'est sa mission principale, en fait, sa seule compétence, j'allais dire, l'élaboration, le suivi, l'évaluation de ce SCOT. Je crois pouvoir dire que ce SCOT, il a été ambitieux. Et justement, la volonté au travers de ce SCOT, c'était de consolider en fait une armature territoriale qui est maillée des différents pôles que j'ai évoqués tout à l'heure, et aussi d'équilibrer un petit peu les développements, parce que l'histoire a fait que effectivement, on a sur ce territoire parfois des axes qui se développent beaucoup plus vite ou beaucoup plus fort que d'autres, et l'idée c'est de retrouver un équilibre un petit peu partout sur le territoire. Donc pour cela, on a travaillé sur la définition d'une armature économique, la définition d'une armature commerciale, et puis on a fixé des enveloppes financières en fonction des objectifs qu'on se donnait, en fonction de ces différentes armatures qui avaient été définies. Et comme les choses vont vite, et puis que les lois passent par là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, on est déjà en train de revoir le SCOT, puisque 5 ans après, bon, évidemment, chacun pense à la loi climat et résilience. Il y a le SRADET aussi, le schéma régional qui est passé par là, avec des objectifs qui sont plus importants encore que ceux qu'on avait prévus. Donc on est en train de retravailler finalement, on est en plein dedans là, sur ces nouveaux objectifs et cette nouvelle quantification. Alors pourquoi, c'était la dernière partie de votre question, pourquoi le faire à cette échelle-là et pourquoi finalement, on a développé, puisqu'avec un collègue justement de Grand Châtellerault, nous sommes à la tête d'une commission qui s'appelle précisément commission sobriété foncière. Donc c'est pas la commission ZAN, mais c'est la commission sobriété foncière. Déjà, il nous a semblé pertinent de le faire pour avoir une approche à l'échelle du territoire déjà, justement, voilà, de pas continuer, parce que on avait des réalités, soit par commune, soit par communauté de communes, de travaux qui étaient menés, mais de manière isolée. Et en fait, l'objectif, c'était de se dire, si on regarde un petit peu, parce que toutes nos frontières, on le sait bien, finalement, elles sont quand même un petit peu artificielles. Elles remontent à il y a très longtemps, mais à un moment donné, quand on travaille sur une stratégie commerciale, sur une communauté de communes, quand on a passé la communauté de communes dans la commune d'à côté, qui est une autre communauté de communes, on va avoir des incidences. Si on met en place une armature commerciale, il faut regarder tout ça. Donc, le SCOT nous a paru l'échelle pertinente pour le faire. Et puis également, alors je fais un zoom particulier sur cette question, mais c'est vrai que la question du volet commercial, ça a été un peu la porte d'entrée, et c'est ce qui nous a beaucoup interpellés, parce que on a vraiment souhaité, alors là, collectivement, mettre un peu un coup d'arrêt aux extensions, dans la mesure où on s'est rendu compte que voilà, notre territoire était déjà fortement pourvu, et que il y avait vraiment une
des efforts à faire et à regarder précisément et à connaître précisément. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par le directeur de l'EPF. Il faut vraiment une connaissance fine de ce qui se passe sur le territoire pour après prendre des bonnes décisions et définir une stratégie globale. Donc voilà un petit peu pourquoi on s'est attelé à cette tâche, et avec une attention particulière immédiatement qu'on a portée sur les friches et la valorisation des friches. Et on a fait effectivement dans les 2 années qui viennent de s'écouler un énorme travail là-dessus. Si vous voulez bien nous expliquer un petit peu plus justement ce travail sur, en particulier, les friches, comment ça s'est passé de manière opérationnelle, quels outils vous avez utilisés pour le faire? Alors, le constat dont on est parti, c'est que à la fois on savait qu'il y avait un potentiel inexploité, et en même temps on savait qu'on ne savait pas grand-chose. Donc la connaissance. Donc dans la méthodologie, la connaissance, ou même quelquefois les fausses représentations. Parce que on s'est rendu compte au terme de ce travail que pas loin de la moitié de nos friches, par exemple, à l'échelle du SCOT, étaient des friches tertiaires. Souvent, on pense de la représentation, la friche industrielle, la friche commerciale, etc. Et en fait, on a 45% à peu près de nos friches qui sont des friches tertiaires. Donc, en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est identifier ça. Donc, comment on s'y est pris? Eh bien, ça a pris 2 ans quand même, donc c'est un processus en plusieurs étapes. On a déjà diagnostiqué, recensé. Donc pour ça, on a essayé d'être au plus proche justement du territoire. C'était vraiment, tout à l'heure, on parlait aussi d'une stratégie de territoire. Il faut connaître réellement la réalité du territoire, donc avoir un diagnostic terrain. Donc il a fallu y mettre des moyens. C'est pas neutre non plus, mais en gros, et pour faire rapide, on a commencé par une analyse dite géomatique du territoire, vérifier aussi par des outils de navigation virtuelle ce dont on disposait. Donc cette première identification nous a conduit à la détermination de 900 locaux vacants à l'échelle du territoire. Et puis après, on s'est tourné vers les communes. On est allé voir les communes parce que c'est virtuel dans un premier temps, mais ceux qui connaissent le mieux le terrain sont les maires et leurs équipes. Donc on a vérifié tout ça, et finalement de 900 locaux économiques vacants identifiés virtuellement, on est descendu à 150. C'est-à-dire 150 friches qui ont été confirmées par les communes elles-mêmes comme étant potentiellement mutables. Et puis après, là, on n'avait pas les ressources en interne, donc on a fait appel à un bureau d'études spécialisé qui est venu faire un pré-diagnostic donc de l'ensemble de ces friches, mais qui ont abouti à des fiches. Voilà, pourquoi le lapsus. Et en fait, on a diagnostiqué 81 sites. Donc, on va dire 80, voilà, pour faire simple. Et chacun de ces sites a été diagnostiqué, ce diagnostic a fait l'objet d'une fiche descriptive, donc qui est consultable maintenant. Maintenant que le travail est terminé, tout a été produit, tout a été livré aux communes, aux communautés de communes, et c'est même consultable en ligne sur le site du SCOT. Donc, ce qui représente une remobilisation potentielle de 57 hectares. Donc, ce qui est quand même énorme à l'échelle du SCOT, où on sait que à l'heure actuelle, sur les objectifs qui nous ont été fixés par le SRADET et qu'on s'est fixé nous-mêmes, on a une consommation pour les 10 ans à venir de 300 hectares à peu près. Donc 57, c'est déjà pas rien. Mais évidemment, ça suppose aussi, si on remobilise ces friches, d'utiliser le budget adéquat et
Bon, évidemment, toutes les analyses fines ne sont pas encore faites, mais le prédiagnostic nous a permis d'identifier un budget d'environ 50 millions d'euros de travaux pour remobiliser ces 57 hectares de friches. Donc voilà, on voulait vraiment avoir un outil de connaissance fiable. Aujourd'hui, on l'a. Et puis, on a même, dans le travail qui a été fait par ce cabinet, donc on avait une tranche ferme qui était ce que je viens d'évoquer et une tranche optionnelle. Et on a décidé collectivement au niveau du syndicat mixte d'activer cette tranche optionnelle qui était des diagnostics approfondis et alors là on pouvait le faire que sur 5 sites. Et on l'a fait sur 5 sites qui sont répartis sur le territoire avec là aussi une diversité, c'est-à-dire qu'on avait une ancienne emprise ferroviaire, on a une friche commerciale par exemple d'un bâtiment que je connais très bien puisqu'il est sur ma commune, et puis des friches agricoles également. Et l'objectif c'était vraiment de pousser les diagnostics pour aller plus loin dans les potentiels de mutabilité, étudier ce qu'il était possible de faire avec souvent 2 scénarios possibles pour cette mutabilité, un premier chiffrage, et donc que ces diagnostics approfondis puissent servir un petit peu de modèle pour les autres, pour les 75 autres friches du territoire. Voilà, donc tout ça est à la disposition maintenant de tous les élus du territoire, donc des 4 PCI, et à chacun de s'en emparer pour voir ce qu'il peut faire dans les années à venir et remobiliser ces friches. Bon sujet pour les prochaines équipes municipales. Voilà. Merci pour ces explications. On voit très bien dans votre retour d'expérience le lien entre le portage politique d'un sujet, un projet de territoire qu'on construit avec des objectifs, un diagnostic qui nous permet d'avoir la connaissance et d'aller en fait à partir de ce diagnostic vers le projet. On reboucle vers notre projet de territoire avec la manière dont on va réaliser celui-ci. Avant de passer à ma question suivante, je tiens juste à rappeler pour nos participants dans le chat que si vous avez des questions, que ce soit sur l'intervention initiale de Monsieur Brier ou sur les retours d'expérience des élus qui sont avec nous aujourd'hui, vous pouvez les poser dans la rubrique questions et réponses et on se chargera de les transmettre aux intervenants pour qu'ils y répondent plus tard. Mais du coup, on se parlait de cette question de l'opérationnalisation. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on monte des projets sur ce foncier qu'on a repéré? Est-ce que Madame Doust, vous pouvez nous raconter un peu ce qui a été fait sur la commune de Gasques et puis les projets qui sont également peut-être en cours sur la communauté de communes dans les autres communes dont on parlait tout à l'heure? Oui, voilà, là on va partir sur un cas concret. Un cas concret de la commune de Gast. Donc, comme je vous disais, plan de référence, on s'était d'abord attaché à la rénovation du centre-bourg, ce qui a été fait au cours d'un premier mandat, tous les bâtiments administratifs, transformation d'un parking sauvage en cœur de village, place d'animation. Donc, si vous voulez, on avait dressé un petit peu le décor. Mais quand on dresse un décor, il faut qu'il y ait des acteurs économiques et des habitants. Donc, en parallèle, juste à côté de cet espace public, nous avions un espace privé qui était une sorte, on appelle ça une friche, parce que c'est devenu une friche commerciale, trois commerçants, un bar, une coiffeuse et une épicerie, plus une laverie, voilà, qui était dans un bâtiment délabré, activité commerciale pratiquement inexistante, mais bien évidemment, nous étions chez les privés. Donc, c'était une deuxième partie. J'avais dit d'abord, on s'attaque à tout l'espace public puisque nous avons la main dessus. Donc là, maintenant, il faut passer à une phase opérationnelle avec cette partie privée. Donc, la première chose à faire, c'était racheter, aller négocier avec les propriétaires, racheter ces propriétés privées. Donc, c'est là où, entouré de partenaires, nous avons appelé le PFL. Qui est chargé de racheter au nom de la commune ce foncier. Donc, nous avons un de vos anciens collaborateurs, que je ne peux que féliciter pour son acharnement, son professionnalisme, parce que je pense qu'il a dû négocier des très, très gros projets à plusieurs centaines, peut-être voire des millions d'euros. Nous, ce n'était que même pas 200 000 euros. Chaque propriétaire, mais c'est des fois plus compliqué pour négocier une vente à 60 000 euros que peut-être à plusieurs millions. Mais ça, c'est le cas. Mais
Nous avons tous les vendredis un rendez-vous téléphonique pour voir où nous en sommes. Et ça a bien avancé, puisqu'il y en a 2 où nous préparons le dossier chez le notaire pour acheter un 3e qui se fait un peu tirer l'oreille, mais j'avais menacé, nous avions pris une délibération pour lancer une DPU, si jamais on ne pouvait pas aller à un arrangement à l'amiable. Finalement, on a mis 9 mois à peu près pour négocier, ce qui n'est pas très long. Mais c'est bien beau de se dire on veut avoir de l'activité commerciale et du logement. La commune de Gast n'avait pas de budget, n'a pas d'ingénierie pour nous accompagner sur un projet comme ça. Donc on s'est fait entourer. D'abord, le premier point, c'était nous avions ces 3 commerces. Sont-ils vraiment les plus pertinents? Donc on a fait appel à la CCI pour faire une étude, pour voir quelle serait la pertinence des commerces qu'il faudrait installer dans notre commune, vu la strate de population que nous avons, l'activité touristique et les 2 ou 3 projets de développement que nous avons. Donc effectivement, il en ressort que l'épicerie était tout à fait envisagée, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus large d'inventaire. Une coiffeuse dont nous allons arriver à 1000 habitants est tout à fait justifiée, et vraiment un restaurant-bar qui participerait à l'animation du village. Et un petit espace qui serait plutôt du paramédical pour pouvoir recevoir à tour de rôle un kiné, un ostéopathe, des infirmiers pour compléter cette offre de service. Donc, une fois qu'on avait trouvé on était convaincus du bien fondé de notre désir de développer le commerce sur Gast, et le choix des commerces était plus ou moins fait. Il nous manquait quand même toute la partie financière. Étant donné que moi, quand j'ai commencé à parler je vous dis tout de suite, à mes élus de ce projet, ils m'ont traité de folle, impossible, tu vas nous endetter la commune sur 20 ans. Donc, effectivement, nous n'avions pas... il faut être raisonnable dans une commune de 800 habitants. Il faut être raisonnable. Comment peut-on porter un projet à plus de 2,5 millions? Donc, j'ai eu plusieurs promoteurs qui étaient venus me voir parce qu'ils avaient repéré quand même... le vendre directement à un promoteur, on n'avait plus du tout la main sur le projet. Ils auraient pu mettre une banque, une agence immobilière, des activités qui ne donnaient pas vie au village, à des prix où nos acteurs économiques locaux n'auraient pas pu répondre. Donc un promoteur privé, disons, c'était pour moi inenvisageable. Alors que je peux vous dire que j'en ai reçu plusieurs. Donc je me disais, s'ils viennent, c'est que le projet quand même est intéressant. Donc peut-être que ça peut se concrétiser. Donc je suis allée voir le département et le syndicat mixte à la Satelle pour nous aider et voir s'ils étaient intéressés pour porter ce projet. Effectivement, ils étaient très intéressés. Donc pour les cellules commerciales et les logements que je voulais sociaux, parce que nous avons quand même un très gros problème de logement, comme tout territoire très tendu, stations touristiques, bien évidemment, le peu de locations que nous avons, les propriétaires préfèrent les consacrer à de la location saisonnière plutôt que location à l'année. Donc avec du logement social, nous savions que nous pourrions loger les gens de notre village ou ceux qui travaillent sur place. Donc j'ai fait appel au bailleur social XL Habitat pour réaliser ce montage des logements sociaux. Donc ce projet avance bien. Donc j'avais constitué un comité de pilotage parce que bien évidemment, il fallait aller chercher du financement. Comme la commune n'est pas maître d'ouvrage, je ne pouvais pas déposer des dossiers tels que DETR, tels que... Voilà. Donc par le biais de la Satelle, nous avons quand même déposé un dossier de fonds verts, lequel nous avons été sélectionnés. Le projet a énormément intéressé les services de l'État. Donc, au travers, c'est la Satelle qui a déposé ce dossier. Donc, nous sommes allés chercher des financements. Nous allons également chercher des financements européens sur le programme LEADER, rénovation de centre-bourg, commerce. Nous allons présenter le dossier très rapidement. Et ensuite, nous avons bien évidemment mis autour de la table tous les financeurs départements, régions, bien sûr les PFL, parce que lui, c'est notre partenaire. Et bien évidemment, tout ceci a été mis en musique par la communauté de communes et le service développement économique. Et notamment, nous avons un poste qui a été créé il y a 3 ans, un manager de territoire, qui est la porte d'entrée de la communauté de communes vers tous les acteurs, notamment les artisans et les commerçants. Et c'est grâce à lui que nous avons trouvé les futurs
acquéreur de ces, ayant une connaissance parfaite du tissu économique, parce qu'on se rend compte quand même que les commerçants, c'est un milieu assez particulier. Il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut savoir leur parler. Et c'est ce manager de territoire qui dépend de la communauté de communes qui avait fait ce travail d'approche pour aller repérer les commerçants qui pourraient être intéressés par ce projet. Et ce sont des commerçants qui sont déjà installés sur le territoire et qui veulent développer une autre activité qui ne peuvent peut-être pas dans leur local, qui sont pourtant dans des plus grandes villes, qui sont quand même, vous voyez, comme cas, intéressés par une installation dans un village, alors qu'ils ont déjà tous les deux pignon sur rue dans les grandes communes. Donc, encore une fois, c'est ce partenariat, je pense que je n'ai oublié aucun partenaire, le pays également qui nous accompagnait pour nous accompagner sur le programme Leader. Comme quoi, moi je tiens, c'est le message que je veux faire passer, c'est que même toute petite commune qui n'a pas d'ingénierie, qui n'a pas les moyens financiers, ce qui fait que ce projet, je ne vais pas la commune n'investit pas, si ce n'est que pour acheter la licence 4 qui était tenue par le bar local. Je ne veux pas que la licence parte du village. Donc, pour tout vous dire, nous avons investi 15 000 € sur un projet de 2,5 millions. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter ou dire c'est pas possible. Je pense qu'il faut creuser les idées. Il faut se faire surtout accompagner parce que seul, on n'aurait pas pu. Ça, c'est ni financièrement, ni humainement, ni. Donc, on a autour de, justement, quand on fait partie d'une communauté de communes, d'un EPCI, on a toutes ces ressources déjà d'ingénierie. Et c'est ce qui est tout le relationnel. Et ensuite, aller frapper aux portes. Aller frapper aux portes de la Satel, aller frapper aux portes de XL Habitat, le bailleur social du département. Je pense que c'est notre rôle, nous, on doit être les ambassadeurs de nos villages. Je pense que c'est pas la première année quand on est élu qu'on peut avoir ce carnet d'adresses, mais il faut aller frapper à toutes les portes. Porter, quand on a un projet, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, toutes les personnes qui étaient intéressées par ce projet. Donc, je me dis, c'est pas une vue de mon esprit. Mais après, il faut le faire accepter, d'une part, à mes élus et à la population. Parce que dès qu'on a du changement, on sait très bien que ce n'est pas naturel. Donc, c'est un très long travail pédagogique, mais en fin de compte, on a mis à peu près 1 année. C'est pas non plus. Mais c'est vrai que quand on est élu, le mandat de 6 ans, c'est long et court. Et moi, je souhaite qu'il y ait une continuité. Donc, moi, je ne me représenterai pas, mais la future équipe est bien engagée également dans ce projet pour la mener à terme. Donc, moi, c'est le message que je veux faire passer. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Quoi qu'on en dise, des fois, on fait preuve de beaucoup de solitude, des fois, hein, quand on est maire, parce qu'on a toutes les responsabilités qui nous reviennent. Hein. C'est vous, Madame le maire, c'est sous votre responsabilité, effectivement. Moi, j'endosse toutes mes responsabilités, mais j'aime les faire partager et j'aime me faire entourer. Et ça, je pense que c'est vraiment le message que je tiens à faire passer. La taille de la commune n'étant rien, ne conditionne pas l'ampleur des projets. Il faut une volonté et surtout pas rester seul, se faire entourer. Maintenant, il y a suffisamment de structures pour se faire accompagner. Mais justement, cet accompagnement, il permet de faire face à la problématique qui revient toujours de la différence entre le temps de l'aménagement et le temps politique, qui sont tout à fait différents l'un de l'autre. Et dans ce sens-là, je voulais revenir un petit peu sur votre témoignage au niveau du SCOT. On a eu plusieurs questions un peu techniques sur la manière dont, notamment, vous avez sélectionné parmi les 150, puis les 81, les 5 friches où vous avez approfondi le diagnostic. Comment ça s'est passé également, visiblement, le relationnel avec le cabinet. Il y a des questions là-dessus. Et puis, moi, ma question personnelle, ce sera... Et donc, est-ce que vous avez une vision, une perspective sur les projets qui peuvent se monter sur ces friches? Ouais. Peut-être qu'il faudra que vous me rappeliez les questions au fur et à mesure, hein, parce que... Sans problème. On peut commencer sur comment est-ce qu'on sélectionne les friches où Première, alors, ça va vous paraître peut-être idiot, mais en fait, toutes ces friches ne sont pas, qui ont été identifiées, ne sont
évidemment pas la propriété des collectivités. Il y a des propriétaires derrière. Donc, on peut entrer ou on ne peut pas entrer. Il y a des choses qui sont visibles de l'extérieur ou pas. Donc ça aussi c'est alors vous voyez que effectivement on avait dit qu'on avait identifié à peu près 150, enfin 143 pour être précis, et il y a 80 sites qui ont été diagnostiqués parce que précisément c'est des sites pour lesquels on a pu obtenir une autorisation, pour lesquels les équipes, le bureau d'études ont pu entrer, parce que quelquefois vous avez un peu aussi des propriétaires fonciers qui sont un peu prudents ou qui veulent pas qu'on vienne voir. C'est quand même liberté. Voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est une explication, enfin une réponse à cette question. Quant aux 5 sites, ensuite, hein, c'est vrai que je suis passé un petit peu vite tout à l'heure. En fait, dans le diagnostic qui a été fait, donc qui fait l'objet de fiches détaillées, il y a déjà une première approche qui a été assez complète, puisque donc le diagnostic fait un point précis sur l'état des bâtiments, sur les enjeux paysagers, sur les enjeux de biodiversité, sur la desserte en réseau, sur les présomptions de pollution du sol. Donc tout ça, c'est quand même des éléments importants pour savoir si une friche peut être soit remobilisée, soit renaturée, soit voilà, transformée. Donc ça, c'était la commande première, et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais qui a guidé un petit peu, qui a été notre fil rouge, c'est qu'on souhaitait à l'échelle du SCOT avoir un outil d'aide à la décision pour les communautés de communes et pour les communes. Voilà, c'était vraiment ça un petit peu notre idée, avoir une stratégie globale, mais pour avoir une stratégie globale, à un moment donné, il faut avoir le bon outil d'aide à la décision. Donc c'était vraiment ça. Et puis on a posé donc la question aux collègues de savoir si on n'irait pas un petit peu plus loin. Donc c'est cette fameuse tranche optionnelle de l'étude. Et là, pour des raisons économiques que chacun pourra comprendre, on ne pouvait pas le faire sur les 80 sites. Donc on en a choisi 5. On a essayé de prendre des sites sur chaque EPCI. Donc effectivement, on a trouvé 2 sur Grand Poitiers, 1 sur le Châtel-Rodet, 2 sur le Haut-Poitou. Ah oui, il y a une singularité quand même, c'est que sur nos 4 EPCI, il y a un de nos 4 EPCI où il y avait 0 friche. Voilà, donc c'est une petite singularité, mais c'est pour l'anecdote. Donc finalement, à l'échelle du SCOT, 3 EPCI étaient concernés. Et donc, on a essayé là d'avoir des diagnostics approfondis pour ensuite pouvoir s'en servir sur les autres, que ce soit un petit peu des cas d'école, des cas exemplaires. Donc c'est ce qui a motivé ça. Et vous avez raison, chers collègues, de dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il faut se faire aider et qu'il faut aller chercher effectivement des partenariats. Bon, pour financer, peut-être, je ne sais pas si la question a été posée ou sera posée, mais voilà, cette étude, elle a quand même mobilisé beaucoup d'équipes, beaucoup de temps à passer sur le terrain et différentes analyses. Et donc, elle a coûté un peu plus de 200 000 € TTC. Voilà. Donc, pour financer cette étude, en fait, on a reçu des aides de la région Nouvelle-Aquitaine, donc voilà, qui a financé à peu près 40% de l'étude, de l'ADEME également, qui a participé au financement de cette étude, à hauteur, alors là, il faut que je relise mes fiches parce que j'ai plus tous les pourcentages en tête, mais c'est 27%, voilà. Et donc, à charge du SCOT lui-même, du syndicat, à peu près un quart, 26%, et à charge des EPCI. Donc, chacun a mis aussi un petit peu la main à la poche, mais raisonnablement, puisque c'était 6% pour l'ensemble des EPCI. Voilà comment ça a été financé. Et puis, indépendamment du bureau d'études spécialisé, je voudrais aussi signaler le fait que donc, l'ADEME n'a pas fait que financer, on a eu un appui technique, une expertise, notamment sur le cahier des charges, hein, puisqu'on a une question, je crois, sur le cabinet qui a été sélectionné. Ça fait évidemment l'objet d'un marché, hein. On a lancé une consultation et l'ADEME nous a aidés pour valider le cahier des charges de cette étude, et on s'est appuyé aussi sur les services développement éco des EPCI qui ont vraiment joué le jeu, qui ont été associés pleinement à cette étude. Donc il y avait effectivement pas mal de monde autour de la table et une mobilisation générale à l'échelle du SCOT qui, je pense,
nous a permis, alors c'est une grande échelle, mais c'est aussi sans doute, c'est pour ça qu'on a pu le faire. Parce que je pense que si on avait dû le faire à l'échelle de chacun de nos EPCI, on n'aurait peut-être pas eu les moyens techniques et financiers, que le fait de globaliser, déjà le SCOT est compétent par rapport à ça, enfin, en termes de sobriété foncière, donc est parfaitement légitime, mais en plus, cette échelle nous a permis de mobiliser des moyens qu'on n'aurait peut-être pas mobilisés à l'échelle de nos EPCI respectifs. Voilà. Donc, votre autre question? Ma dernière question, c'était celle des réalisations qui peuvent avoir été engendrées par cette étude dans les possibilités. Si j'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être alors, c'est très récent. Prémisse. Voilà, c'est très récent. Donc, mais il n'empêche que il se trouve que sur le territoire du SCOT, et particulièrement Grand Poitiers, Grand Châtellerault, nous sommes en plein PLUI. Donc voilà, chacun est en train de refaire, ou de faire, puisque nous, ça sera la première fois que ce sera un PLUI à 40 communes, donc gros chantier également, gros travaux. Et l'idée, c'était voilà, de pouvoir exploiter ces résultats dans le cadre du PLUI, parce que pour donner encore un chiffre, on donne beaucoup de chiffres, mais on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près, sur l'ensemble des friches qui ont été diagnostiquées, il y en avait à peu près un quart qui était avec de faibles enjeux et de faibles coûts de remobilisation. Donc c'est intéressant ça, parce que précisément par rapport au quota d'extension, donc si on peut remobiliser effectivement ces friches à faible enjeu et à faible coût, ça évitera autant de besoins de consommation nouvelles sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Donc c'est une première conséquence, et c'est effectivement exploité, enfin un premier usage qui est exploité dans le cadre de la définition des PLU. Après, au travers des 5 sites pilotes, et là je parle d'un effectivement que je connais bien, parce que c'est un peu le hasard, mais il se trouve sur ma commune, on a déjà essayé de définir un peu une stratégie pour rechercher des investisseurs et remobiliser cette friche. Bon, c'est un ancien bâtiment commercial, 4500 mètres carrés sur 3 niveaux, c'est gros bâtiment effectivement qui est un petit peu connu sur l'axe Poitiers-Châtellerault, mais voilà, ce travail nous a permis effectivement avec le propriétaire, qui lui est complètement maintenant partant pour s'associer à cette démarche, donc élaborer une stratégie. On en parlait aussi avec le PF ce matin pour réapproprier le bâtiment, parce que voilà, quand il s'agit d'une friche bâtiment, si vous voulez faire venir des nouveaux investisseurs, il faut quand même qu'ils soient à minimum un peu séduisant, sans quoi, ou tout du moins qu'il soit mobilisable rapidement. Donc là, il y a encore du travail à faire, mais il est en cours. Et puis, ce que je voulais souligner, c'est aussi, alors à l'échelle, là, je vais reprendre ma casquette Grand Poitiers, excusez-moi, mais à l'échelle des services développement économique, il y a maintenant un réflexe qu'ont nos développeurs de proposer justement ce type de possibilités, même si on sait qu'on a toujours des demandeurs qui sont plutôt orientés vers de la nouvelle construction ou sur un terrain à bâtir. Et bien, comme on a identifié les ressources en fonction de la demande, on peut effectivement dire, mais on a aussi cette possibilité-là, et donc c'est plus systématique par rapport aux friches qu'on a identifiées de faire cette proposition, et également les cabinets d'ingénierie en construction qui intègrent de plus en plus cette notion-là, parce que tout le monde est devant cette contrainte qui est que certains considèrent comme une contrainte très négative. On peut voir aussi le côté positif. On va consommer moins d'espace, on va être un peu plus responsable dans notre consommation foncière. Voilà. Et puis dernier point, vous savez qu'on a la possibilité, alors la compétence développement économique, c'est la région en premier rang, et les EPCI en second rang, et on a la possibilité d'attribuer des aides aux entreprises. Eh bien, dans le schéma d'aide de Grand Poitiers aux entreprises, on a intégré récemment une nouvelle aide qui est une aide à la réhabilitation, parce que traditionnellement, on avait toujours l'aide à la construction,
Donc les porteurs de projets venaient nous voir en disant ben voilà, moi je veux construire un local industriel ou artisanal ou etc. Comment vous m'aidez, qu'est-ce que vous m'apportez? Donc on avait cette aide à la construction, à l'immobilier, et on n'avait pas d'aide à la réhabilitation. C'est chose faite. Donc on peut aussi activer un levier d'aide pour accompagner le porteur de projet dans la réhabilitation de sa friche. Juste un point. On rentre maintenant dans la phase un peu plus questions-réponses où je vais vous poser des questions qui s'adressent à tous et je vais vous poser les questions que les participants du webinaire peuvent nous poser dans questions-réponses. Pour l'instant, on a répondu à toutes les questions et du coup, je vais en profiter pour pouvoir aussi donner la parole s'il y a des réactions, par exemple, Monsieur Brier, à ce qui vient d'être dit autour de la table. En fait, l'exemple donné sur le SCOT du Poitou montre que on retrouve finalement les 4 piliers que j'ai exploité tout à l'heure. Le sujet de la connaissance et de l'observation, donc c'est le travail de repérage à la fois de terrain, mais aussi issu des bases de données. La mobilisation d'outils, et donc là c'est essentiellement les outils d'ingénierie du financement et notamment par rapport aux aides que vous mettez à Grand Poitiers. L'alignement des acteurs, c'est l'alignement aussi des services de la collectivité, en ayant des outils, notamment d'aide à l'installation des entreprises qui sont alignés sur le projet de territoire, et puis les développeurs qui doivent cibler, orienter vers ce type de terrain, et puis votre gouvernance à l'échelle du syndicat mixte qui fonctionne et qui a fonctionné dans le même sens. Donc on voit une forme d'efficacité quand tous ces leviers sont utilisés. Voilà. Et un sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est la question des échelles. Aujourd'hui, on s'est parlé de questionner la stratégie foncière au niveau communal, au niveau intercommunal, au niveau du SCOT. On voit que chacun de ces acteurs a une place différente, a un rôle différent à jouer. Je voulais revenir un peu sur ce que vous aviez évoqué, Monsieur François, sur les PLUI des communautés de communes qui composent le SCOT, qui sont en cours. Est-ce que le travail que le SCOT a mené depuis, disons 2017, le début de la rédaction, sur le sujet foncier et sur le sujet friche, comment est-ce que ça a permis finalement de sensibiliser les élus, de faire monter cette volonté politique, jusqu'à ce que là, vous en veniez à nous dire que maintenant, ils sont prêts à réaliser leur PLUI en ayant cette idée-là en tête? Beaucoup sont prêts. Ouais. Et déjà, ça fait du bien. Ça discute encore. Ça discute encore. Hein, attendez. Mais très, très clairement, oui, je pense que ces sujets, pour avoir vécu effectivement les conséquences de la loi NOTRe 2017, bon, c'était déjà. Nous, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà un SCOT qui était assez volontariste. Bon, on se rajoute à ça les couches de la loi climat et résilience du ZAN, etc. Donc là, je veux dire, voilà, selon les sensibilités, ça a été plus ou moins bien perçu. Mais en tout cas, nous, le travail qu'on a fait, il est arrivé à point nommé pour effectivement se dire, voilà, de toute façon, alors on essaye de faire preuve de beaucoup de pédagogie, de discuter beaucoup les uns avec les autres, parce que même à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, il y a des réalités très très diverses. Donc c'est pas forcément perçu. Vous voyez, par exemple, là, je disais tout à l'heure, on est en train de travailler sur la révision déjà, enfin la modification, pas la révision, mais la modification du SCOT. Bon, les 4 communautés, on discute et on sait qu'il va falloir qu'on fasse collectivement des efforts pour réduire encore la place accordée. Il y a des arbitrages dithyrambiques là, entre l'habitat, les zones d'activité économique, les équipements, etc. Donc, il y a cette réflexion à ce niveau-là. Puis après, on redescend, par exemple, à l'échelle juste de l'économie en disant quelle place on accorde aux fonciers pour l'extension ou la création de nouvelles zones d'activité. Et là, on sent que nous, c'est plus important chez nous. Donc, d'autres qui disent non, nous... Enfin voilà, et donc il y a vraiment, d'où l'importance d'avoir une vision globale et puis d'essayer de se parler. Et ce travail qu'on a fait, effectivement, je pense, a quand même fait évoluer les mentalités. Alors bon, il y a toujours, comme dans tout groupe, des personnes qui seront toujours réfractaires, enfin des personnes ou des collectivités, mais globalement, on peut dire que c'est quand même des idées qui avancent dans le bon sens et que de toute façon, pour une certaine mesure, on n'a pas le choix.
parce que c'est comme ça, c'est la loi. Et donc, tant qu'à appliquer la loi, essayons de le faire intelligemment et que chacun en bénéficie, parce que l'idée, c'est toujours, les craintes, en fait, elles sont toujours, que ce soit à l'échelle de la commune, petite, moyenne ou grande, c'est de se dire, oui, mais lui, il va avoir plus que moi, ou lui, il va... Bon, si on est dans une logique de territoire, on travaille pour l'ensemble du territoire. Et en définitive, après, il y a des retombées pour chacune des communes. Donc, nous, c'est un petit peu aussi l'enjeu qu'on a à l'échelle de notre communauté urbaine, qui, comme je le disais tout à l'heure, est assez grande, assez diverse, avec des communes de 700 habitants et puis avec une capitale, alors cette centralité qu'on a près de 100 000. Donc voilà, c'est ça aussi notre réalité. Il faut qu'on fasse avec, qu'on arrive à s'entendre pour que chacun soit gagnant. Monsieur Brier, vous vouliez Oui, je voulais rebondir, c'était sur la notion d'échelle, parce que vous avez parlé d'échelle territoriale. Mais je pense qu'il y a une autre échelle qui est très importante, c'est l'échelle du temps. Parce que, notamment en lien avec la planification urbaine et l'élaboration des PLU, parce que l'élaboration des PLU, c'est très long. Et il ne faut pas mettre à l'arrêt une stratégie foncière pendant ce temps-là. Et souvent, c'est un réflexe de dire, tant qu'on n'a pas élaboré ou validé, approuvé le PLU, on attend. Voilà. Et souvent, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il y a des coûts partis qui sont plus maîtrisés, ou même des choix qui sont faits dans le PLU, où on fait pas citer les OAP, mais en fait, on les choisit là où c'est le plus dur de mobiliser le foncier, alors qu'il y a des endroits où c'est peut-être plus simple. Il y a les sujets d'équilibre économique aussi, en lien entre la densité. Par exemple, moi, à l'EPF, quand on nous demande un avis sur une OAP, je dis ça doit rester dans l'esprit du PLU, c'est-à-dire que c'est des règles de gabarit, des règles d'implantation, et surtout ne parlons pas d'un nombre maximum de logements, par exemple. Voilà, donc il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent de débloquer, et c'est pour ça que l'alignement des acteurs, c'est important, et la gestion de l'échelle du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on élabore un PLU que tout s'arrête. Voilà. Et puis pour revenir effectivement à l'échelle, quand on parle de stratégie foncière, qui comprend à la fois l'habitat et le développement économique, bien entendu, ce n'est pas réalisable au niveau d'une commune. Commune EPCI, effectivement, pourquoi pas? Parce que l'organisation est différente, parce que nous, par exemple, le SCOT, chez nous, c'est sur 2 EPCI qui sont très voisines, puisque l'une, c'est Biscarrosse, l'autre, c'est Mimizan, si vous voulez, c'est au sud, donc littoral. On travaille, le SCOT s'est contenté de nous faire le document d'urbanisme. Il n'est pas du tout intervenu sur la stratégie. Nous sommes arrivés à faire notre PLH quand même au niveau du SCOT pour garder une certaine cohérence avec ce document de base sur lequel on a déjà modifié nos PLU pour qu'ils soient compatibles avec le SCOT. Le SCOT étant modifié, il va falloir remodifier on voit bien. Donc, en fonction des destinations, on voit bien que l'organisation est différente. Mais on voit bien que l'échelle, plus elle peut être large, mais il faut quand même une largesse de territoire avec des points communs. Par exemple, moi je parle pour notre communauté de communes, moi je verrais très bien une alliance avec la communauté de communes qui est plus au sud, qui est en frange littorale, pour lesquelles nous avons un petit peu les mêmes contraintes, les mêmes objectifs, les mêmes orientations. Je me verrais beaucoup moins m'associer avec une commune qui est dans la partie forestière du département, avec lesquelles nous n'avons pas beaucoup moins. Et les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, moi, je prends exemple sur vous, sur le SCOT, qui est allé beaucoup plus loin que le document d'urbanisme, qui est allé créer une stratégie et qui développe cette stratégie. Nous, c'est beaucoup plus au niveau de la communauté de communes. Donc, l'échelle de la commune, on voit bien que quand on parle de stratégie dans ce domaine-là, l'échelle de la commune n'est pas suffisante. Il faut minimum, c'est le PCI. Parce que, voilà, seul, je pense, voilà, il faut que ce soit une cohérence de développement sur l'ensemble, en gardant la particularité de chaque commune, chaque village, ça c'est tout à fait possible, mais en développant et puis trouver un point commun à cette stratégie de développement, si on peut. On a une question dans le chat sur la question de la prise en compte du réchauffement climatique, des questions de biodiversité, un peu des questions qualitatives qui se posent dans cette question de stratégie foncière. Est-ce que peut-être, Sylvain Brier, vous avez quelques pistes de réponse? Alors, c'est plus une réflexion, c'est peut-être de rappeler quelle est l'origine des politiques de sobriété foncière que vote le législateur. Ça, en fait, ça prend plusieurs dimensions. Il y a la dimension
déplacement, consommation carbone, etc. Il y a une dimension aussi de maîtrise des coûts, d'aménagement. Il y a une dimension de préservation de la biodiversité, parce qu'on consomme moins. Il y a une dimension sur la gestion de la ressource en eau. Et d'éviter l'imperméabilisation des sols. Ça permet effectivement, avec à l'avenir des risques climatiques plus forts, avec des tempêtes ou des orages qui sont plus violents, le fait de moins artificialiser, ça posera moins de problèmes. Donc en fait, c'est cette dimension de projet de territoire qui d'abord rentre en jeu. Après, effectivement, réutiliser ce qui existe déjà, ça a aussi un impact carbone. Donc en fait, il ne faut pas oublier que cette politique de lutte contre l'artificialisation des sols est en fait à plein de dimensions. Et notamment, c'est ce qui avait été exprimé par la Convention citoyenne pour le climat, parce que faut pas oublier que le législateur a transposé le ZAN en fait à cette demande. Voilà. Je crois aussi que voilà, il y a une dimension. Alors, on parlait internautes parlaient de biodiversité, de réchauffement climatique. Sur le plan économique, moi, je vois aussi encore une autre dimension, c'est le rapport mètre carré consommé, richesse économique créée, création d'emplois, etc. Il faut penser à ça aussi, parce que effectivement, on a, je pense, sur nos territoires, tous les jours ou presque, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines ou tous les mois, des propositions d'implantation d'activités économiques très consommatrices d'espace. Mais quand on regarde par la suite la richesse qui est véritablement créée et ce que ça apporte au territoire, parce que ce qui va intéresser les territoires, c'est la vie sur le territoire, c'est-à-dire les emplois, les familles, voilà, et le dynamisme que ça va apporter. Là, je pense qu'on a aussi quelque chose à bien regarder en termes d'impact. Donc c'est une dimension à laquelle on est aussi très, très attentif, nous, sur la consommation foncière. En ce qui concerne la biodiversité, de toute façon, le législateur nous impose, dès qu'il y a un développement, toutes les études environnementales, et qui également dans l'échelle du temps. Nous, on a un exemple de développement d'une zone, on va compter pratiquement 10 ans d'études environnementales, de compensation de terrain, et on voit que la barre monte de plus en plus. Donc, je pense que dans tout développement, ce côté biodiversité est obligatoirement abordé. Vos différents retours d'expérience nous rappellent ce croisement du sujet foncier entre une multitude d'enjeux. Et on a bien vu aujourd'hui, je pense, toutes les étapes finalement de la méthode d'une stratégie foncière, d'un projet territoire à un diagnostic, puis à des projets opérationnels pour réaliser le projet de territoire. Et je pense que ce qu'on va pouvoir faire, c'est accueillir pour la conclusion de ce webinaire Madame Laurence Roued, vice-présidente de la région, notamment à la sobriété foncière, pour qu'elle puisse nous en dire un mot. Et j'en profite également pour mentionner l'absence de Madame Caroline Garot, chargée de mission au secrétariat général aux affaires régionales, qui conclurait ce webinaire aussi. Bonjour à tous, désolée, moi je suis encore sur la route, donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué pour vous de me suivre. En tout cas, j'ai suivi ce webinaire et vraiment merci des témoignages. Évidemment, je salue mon directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les élus qui ont témoigné. Je réagirai et je conclurai avec quelques perspectives. D'abord, c'est bien parce qu'on est aujourd'hui sur des témoignages et sur la recherche de solutions face à un sujet que, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, et quelles que soient les évolutions législatives, on est obligé de travailler, et je conseille à tous les élus de se saisir pleinement du sujet foncier. J'ai entendu vos échanges sur la question de la bonne échelle de la stratégie foncière. Assurément, du côté de la région Nouvelle-Aquitaine, la loi NOTRe nous l'a demandé, mais on l'a fait bien volontiers dès lors qu'on a nous-mêmes, en amont de notre SRADET, fait
un diagnostic de territoire à l'échelle de la région qui avait fait la démonstration que la région Nouvelle-Aquitaine était devenue la région la plus consommatrice avec le plus fort rythme de consommation des terres agricoles, naturelles et forestières en France. Et c'est bien cela, c'est bien la base de ce diagnostic, la stratégie qui a fait que nous avons eu des choix volontaristes à l'échelle de notre schéma d'aménagement du territoire pour justement d'abord partager la connaissance et essayer d'embarquer et de travailler avec tous les territoires infrarégionaux sur ce sujet du foncier. Bien sûr que des SCOT, c'est leur sujet, doivent s'emparer de stratégies foncières et surtout la partager avec les différentes intercommunalités qui les composent et avec les communes. Est-ce qu'on peut, à l'échelle d'une commune ou de toutes les communes, élaborer une stratégie foncière? J'ai envie de dire, ça dépend un peu de l'échelle, bien entendu, de la commune. C'est évident. Je pense que certaines collectivités, évidemment, j'ai en tête Bordeaux, ou j'ai en tête La Rochelle, ou des collectivités du littoral sont bel et bien obligées de faire de la stratégie foncière un peu, mais elles le sont en général obligées parce que d'abord, le foncier est devenu très rare, le foncier s'est augmenté, parce que la loi littérale, parce que le recul du trait de côte, parce que tout un tas de sujets qui font qu'il faut travailler le foncier. En revanche, même si la stratégie foncière, pour moi, doit avoir une certaine échelle et on prône beaucoup, et au niveau de la région, on prône beaucoup ce concept d'interterritorialité et le fait qu'il est extrêmement important de travailler à l'échelle de bassins de vie, par exemple, de bassins d'échanges commerciaux, de bassins économiques, de bassins de mobilité pour avoir vraiment, et de bassins d'emploi pour avoir vraiment des stratégies foncières qui soient pertinentes et partagées. Il n'en demeure pas moins que, ne serait-ce que le fait de faire du foncier un sujet, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et un sujet qui se voit dans les délégations des élus et qui se voit en effet miroir de ce fait dans les services et dans l'organisation des services, ça reste un sujet. Et là, je prêche pour ma propre paroisse parce que je suis aussi première adjointe à l'urbanisme d'une commune de Gironde qui s'appelle Libourne, qui très franchement n'a jamais travaillé en tant que telle une stratégie foncière, qui travaille sa stratégie foncière dans le cadre de l'élaboration du tableau qui est en cours. Mais il n'empêche que j'ai proposé au maire de Libourne en 2020 de transformer la délégation urbanisme en délégation urbanisme et foncier. Et le simple fait de parler du foncier, de le nommer dans une délégation, fait qu'ensuite, il y a une organisation des services et il y a un sujet et qu'on se préoccupe du foncier. Alors, à quelle échelle on peut faire de la stratégie ou pas, mais en tout cas, porter l'idée que le foncier, c'est un sujet qui est important, c'est un bien, et c'est un bien qui est fini, et donc c'est un bien sur lequel il faut réfléchir et qu'il faut intégrer à peu près dans toutes nos discussions et dans toutes nos politiques publiques, dès lors qu'on veut faire de l'habitat, dès lors qu'on veut faire de l'accueil d'activités, de l'accueil d'entreprises, qu'on veut faire du développement d'équipements publics, ou tout ça, n'empêche que c'est bien de porter le foncier comme étant un sujet qui doit être pleinement considéré comme finalement la première pierre de tout projet d'aménagement, de développement, d'équipement ou de construction ou d'accueil d'activités ou d'habitat, quoi qu'il arrive. Et ça, vraiment, je prône cette idée. Ensuite, on est dans un temps où, ça a été dit, nous avons un SRADET. Je salue le vice-président de Grand Poitiers et je tiens à redire à quel point on est un peu en travail itératif, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire le SRADET, je le sais, a dit des choses, mais vous aussi, vous nous inspirez. Et bien sûr que tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine qui développent des stratégies foncières, qui sont dans des documents qui sont les plus aboutis possibles et qui saisissent à bras-le-corps ce sujet, plutôt que de dire que c'est un obstacle et puis tant pis, on n'y réfléchira pas. Bien sûr que tous les documents et toutes les stratégies qui peuvent se développer sur le territoire aident tout le monde d'abord à ce qui, je crois, est l'intérêt de ce webinaire, notamment à regarder ce qui se fait ailleurs et d'essayer de profiter un peu des bonnes pratiques. Et puis, ça aide tout le monde à progresser. Et nous, au niveau de la région et du SRADET, ça nous aide aussi à penser et à territorialiser ce qui peut se faire en matière de grandes stratégies foncières régionales. Et c'est normal et c'est important d'être pragmatique. Et j'ai envie de dire,
Je préfère ça plutôt que des grandes incantations dans un sens ou dans l'autre sur le foncier, que ce soit le ZAN qui, au final, aura beaucoup crispé les maires, et à juste titre, d'une certaine façon, on peut le comprendre, et personne n'avait souhaité le ZAN, ou la région, si dans le SRADET, on avait voulu écrire le zéro artificialisation nette ou la neutralité foncière, on l'aurait fait. On ne l'a pas fait à juste titre. On ne l'a pas fait parce qu'on savait que ce n'était pas encore le sujet et qu'il ne faut pas griller les étapes et qu'il faut d'abord travailler les sujets de sobriété foncière et de trouver des solutions et des chemins avant de tout de suite donner des objectifs, en plus à des horizons 2050, dans lesquels bien peu de maires, et c'est normal, et d'élus locaux vont tout de suite se projeter, on va dire. Bon, donc il fallait évidemment, et il faut évidemment saisir à bras le corps ces sujets-là. Et à l'autre sens, à l'inverse, ne pas non plus, j'ai envie de dire, jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je crains que ça ne soit fait maintenant, c'est-à-dire après avoir tellement crispé le sujet, au lieu de parler de sobriété foncière, d'avoir tellement parlé de zéro, que du coup, on va même maintenant risquer revenir en arrière sur une conduite qui, à mon avis, est essentielle, c'est-à-dire celle d'une réflexion vraiment stratégique sur le foncier, parce que le foncier, c'est une richesse pour les territoires aussi, voilà, et que donc c'est important d'avoir une stratégie et c'est important de savoir ce qu'on en fait. Et vers quoi chaque territoire a envie d'orienter le potentiel foncier dont il dispose. Et en respectant la trajectoire et l'identité de chaque territoire, et là aussi, chacun peut évidemment donner avoir sa propre intention et sa propre stratégie, c'est-à-dire maîtriser son destin. Et j'ai peur que dans les évolutions législatives et réglementaires encore en cours, finalement, on se retrouve à jeter le bébé de la sobriété foncière avec le bain du zéro artificialisation nette. Bon, en tout cas, on s'adaptera à ce qui se passera, mais on en revient à ce principe important, je pense que, et on a pu observer ça, et ça a été dit au cours de vos échanges, on est déjà dans une situation où en Nouvelle-Aquitaine, on observe, parce qu'on s'est doté d'outils d'observation de la consommation de l'espace et des sols, on observe déjà qu'il y a un infléchissement de la courbe et que d'ores et déjà, on fait attention, et les élus et les documents de planification font attention à leur utilisation du foncier et font des choix stratégiques. Et on voit déjà que cette consommation qui était la plus forte en France est en train de ralentir dans les dernières années, et c'est une bonne chose. Et on voit que cela se fait mieux et qu'on maîtrise mieux son destin dans les secteurs et dans les territoires en Nouvelle-Aquitaine qui se sont dotés et qui ont fait ce travail-là et qui se sont dotés et qui se dotent des outils stratégiques, SCOT, PLUI, PLU, qui prennent à bras le corps les questions de stratégie foncière. Donc ça, vraiment, je tiens à le dire, c'est important et c'est important pour l'avenir. Et dire aussi, tordre le cou au fait que la sobriété foncière empêcherait des territoires de se développer, d'accueillir des entreprises ou quoi aux caisses. Non, quand on voit, et le SCOT du Seuil du Poitou en particulier en fait la démonstration, mais d'autres le font aussi. C'est le cas du Pays Basque et du Signans notamment, mais plein d'autres, on voit que c'est plus important de se saisir de l'objet et d'essayer de faire des choix stratégiques que d'essayer d'éviter l'obstacle. Aquitaine là-dessus, au-delà de notre SRADET et de cette adaptation que l'on a permanente aux évolutions législatives, on essaie quand même de maintenir un accompagnement. On joue pleinement notre rôle de personnes publiques associées, on dote les territoires qui le souhaitent d'outils pour justement observer la consommation foncière, on travaille à un guide des bonnes pratiques que l'on essaie de diffuser le plus possible, et puis le dernier outil dont on est en train de se doter, dont on va se doter pour le bénéfice des territoires néo-aquitains dans notre boîte à outils sur la sobriété foncière, c'est un appel à manifestation d'intérêt que l'on lance, qui va être présenté la prochaine commission permanente de la région lundi prochain sur un AMI un appel à manifestation de les accompagner quand ils se lancent dans une stratégie, quand ils ont besoin d'ingénierie pour porter des projets de sobriété foncière. Donc on va voter cela le 7 avril prochain. On va lancer l'AMI, on ouvre l'AMI du mois d'avril jusqu'au mois de septembre 2025, et puis on réouvrira encore un pan de l'AMI, une version en 2026, pour accompagner en ingénierie les territoires qui y répondront sur 3 sujets qui nous apparaissent extrêmement importants et sur lesquels on peut, de façon très pragmatique, montrer qu'on peut faire de la sobriété foncière. D'abord, c'est s'engager dans les territoires qui souhaiteront s'engager dans
dans une vraie stratégie d'optimisation foncière à l'échelle intercommunale, parce qu'en effet, nous, c'est l'échelle pour laquelle on trouve qu'il est pertinent de réfléchir. Également, un volet de l'AMI sera proposé pour les projets la conception, l'ingénierie, le montage de projets qui rechercheront de la densification sur les îlots pavillonnaires, parce qu'on peut densifier aussi. Moi, parfois, j'ai envie de dire qu'il faut cesser d'opposer à tout prix maison individuelle et sobriété foncière. En revanche, comment peut-on optimiser l'espace déjà existant et déjà consommé? Ça, c'est un vrai sujet qu'à mon avis, tous les maires, quels qu'ils soient, peuvent prendre à bras-le-corps dans leur stratégie et dans leurs documents d'urbanisme. Et puis le troisième sujet, et on le sait, on le constate, nous avons tous en France et en Nouvelle-Aquitaine, on n'y échappe pas, des zones d'activité économique qui sont un peu âgées, un peu vieilles, qui ont été conçues et construites à une époque où le foncier, finalement, on le dépensait un peu sans y faire attention. On a assurément partout sur le territoire un vrai potentiel d'optimisation de nos zones d'activité économique, et donc on aidera aussi la conception pour des projets, pour des intercommunalités qui souhaitent s'engager dans cette réflexion sur leurs zones d'activité économique. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion, en vous remerciant, en espérant que ça a été à peu près audible, bien que je sois sur un trajet en voiture. Merci Madame Roued pour cette conclusion. Et merci à tous nos intervenants du jour, Monsieur Brier, Monsieur François, Madame Doust, d'avoir apporté vos retours d'expérience pour ce webinaire. Je reviendrai rapidement vers vous avec une synthèse de nos propos du jour et puis une vidéo pour revenir sur ce qu'on s'est dit, peut-être la diffuser au sein de vos équipes. Et puis on continuera avec PQNA d'animer sur ce sujet des stratégies foncières et de la sobriété foncière. Vous pourrez notamment retrouver les informations sur l'AMI dont parlait Madame Roued dès qu'il sera sorti dans nos communications. Merci d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir posé des questions et n'hésitez pas à nous contacter à PQNA si vous avez des questions. Bonne journée à tous et toutes.